Un nazi a gagné l'élection présidentielle au Chili. Eh ben super. Super. Quand on est en mode genre, oui, mais l'extrême droite, c'est un peu des nazis. Il y a toujours les gens de l'extrême droite qui sont en mode genre, moi, nazi. Attendez, moi, nazi. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis nazi. Rien que la semaine dernière, j'ai mis une petite croix de Lorraine gaulliste sur mon costume. On n'a rien à voir avec les nazis, lol. Et quand il y a quelqu'un de leur famille politique qui gagne des élections à l'autre bout du monde, tu te rends compte que c'est littéralement des enfants de nazis qui ont fui en Amérique du Sud à la fin du nazisme, quoi. Voilà, donc là, c'est du coup José Antonio Cast qui a emporté la présidence du Chili, c'était cette nuit. Et donc c'est à la fois un fan de Pinochet. Pinochet, c'était le dictateur chilien qui a eu, c'était pendant les années 70, mais je sais pas combien de temps il est resté. Je suis pas un spécialiste du tout de l'histoire du Chili. Donc il y a ça. Et fils de nazi et fan de Pinochet. Voilà, donc il vient de gagner la présidentielle au Chili. C'est un petit peu compliqué, donc voilà, ça serait une bonne occasion de montrer que un petit peu l'extrême droite, de manière générale, toute la famille de l'extrême droite, de manière dans sa diversité et à l'échelle du monde entier, et ben il y a des putains de nazis, donc assumez-le 5 minutes que c'est à minima vos cousins. Voilà, voilà, ça je dis ça pour l'extrême droite française. Bref, salut Shadoko, comment ça va? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire 7 articles, hop là, de Mediapart, qui résume un petit peu la situation. Donc il y en a 2, parce qu'il n'est pas très long l'article. On voit, il y a le premier article, donc c'est l'article de François Bougon, qui résume un petit peu la situation. Voilà, voilà. Et l'autre article, j'ai un deuxième article de Mediapart aussi. Cette fois-ci, c'est de Fabien Escalona, et c'est plus un parti pris. Un président d'extrême droite au Chili, le vertige mémoriel et politique. Donc on verra. Si on a déjà fait le tour de la question, etc., et que c'est assez long comme ça, on lira que le premier article. Si on en veut plus, avec un petit peu plus d'analyse, on enchaînera avec le parti pris de Fabien Escalona. Voilà. Il y a eu un CDDM de Hausse Politique sur Blas récemment concernant la situation au Chili. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai pas regardé. J'ai pensé à le regarder ou pas, mais là, du coup, on va faire ça en mode revue de presse, quoi. C'est bien aussi. Mediapart, oui, c'est le Frontière de gauche, exactement. Exactement. On est en train de lire le Frontière de gauche. Tout à fait. Allez, c'est parti. Du coup, au Chili, le candidat d'extrême droite José Antonio Cast emporte la présidence. Nostalgique du régime de Pinochet, José Antonio Cast a largement dévancé sa rivale de gauche, Janet Jara, avec 2 millions de voix en plus. Après d'autres pays d'Amérique latine, une vague ultra conservatrice a déferlé sur le Chili. Parce que oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a une personnalité d'extrême droite qui l'emporte en Amérique du Sud. Il y a eu évidemment aussi Javier Milei en Argentine, qui est aussi une personnalité d'extrême droite. Alors après, il y a certains droitards qui étaient en mode genre, mais pourquoi il est d'extrême droite, Javier Milei? Il est pas d'extrême droite, il est juste très libéral en fait. Pour vous, tout est d'extrême droite, les gauchistes. Hein. Pour vous, quelqu'un qui est ultra libéral, c'est l'extrême droite déjà. Alors que c'est juste vous n'êtes pas d'accord avec lui en économie. Mais en fait, les gens qui disent ça n'ont aucune putain d'idée de quoi ils parlent, et c'est des débiles. C'est des incultes et des débiles. Parce que Javier Milei est d'extrême droite, pas pour ses vues économiques en soi. Même si on pourrait arguer que si, en réalité, quand on voit la direction que prend l'extrême droite actuellement. Mais il est aussi d'extrême droite parce que, par rapport à l'histoire de l'Argentine et l'analyse qu'il a de l'histoire contemporaine de l'Argentine, on classe à l'extrême droite selon les critères de l'Argentine. Au sens où c'est un négationniste qui dit que toute la dictature argentine qu'il y a eu dans les années 70, c'était à peu près en même temps que Pinochet, je crois, ou un peu avant, il y a eu tout un tas de crimes, des opposants politiques qui ont été tués, et donc du coup je connais assez mal la situation, mais je sais qu'en Argentine, il y a tout un souvenir ultra douloureux de la période de la dictature, parce que c'était une dictature avec tout ce que ça implique. Et donc du coup Javier Milei et d'autres de sa famille politique sont en mode genre, mais non, c'était très bien la dictature d'Argentine, c'était pas une dictature, c'était super, il n'y a pas eu de crimes, c'était génial. Et en fait c'est plutôt par rapport à ça qui s'inscrit dans l'extrême droite argentine, vous voyez, plus en réalité que sa politique économique. Et donc c'est pour ça que l'extrême droite a plutôt le vent en poupe en ce moment, en Amérique du Sud. Il y avait aussi évidemment Bolsonaro au Brésil, sauf que Bolsonaro, du coup, il s'est fait niquer, il s'est pas fait réélire, et c'est Lula qui est revenu au pouvoir. Voilà. En tout cas, il se passe un truc un peu en Amérique du Sud, et là, cette victoire au Chili, c'est vraiment désastreux, parce que quand tu regardes ce qu'a été un petit peu la dictature de Pinochet au Chili, c'était vraiment terrible, et en plus, c'était le laboratoire des politiques néolibérales, quoi. C'était les premiers à avoir appliqué une espèce de marchandisation intégrale de la société, à rendre le maximum de trucs payants, à faire de chaque petit bout d'activité humaine, de chaque ressource, un marché, en se disant c'est super, ça va être un miracle économique si on fait ça avec le Chili. Et quand tu regardes les indicateurs macroéconomiques chiliens, il y a des libéraux qui sont en mode genre c'était un miracle économique. Mais quand tu regardes les inégalités, les conditions de vie des Chiliens sous Pinochet et les libertés individuelles, etc., c'était une dictature d'extrême droite avec tout ce que ça implique, et ça a rendu le pays plus inégalitaire que jamais, sachant qu'à la base, tout ça, c'était un coup d'État orchestré directement par la CIA des États-Unis, littéralement, parce qu'il y avait Allende, un vrai gauchiste solide pour le coup, qui est arrivé au pouvoir, et
Il s'est fait jarter, coup d'État, CIA, et puis ils ont foutu une espèce de pantin néolibéral pour expérimenter des politiques de marchandisation intégrale, on va dire, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire douloureuse du Chili. Et du coup, avec ce président qui est réélu, c'est un fan de Pinochet, c'est un enfant de nazi apparemment, donc c'est un peu compliqué. Voilà, les Chicago Boys, c'était les économistes américains qui justement étaient directement les conseillers politiques de Pinochet, économiques de Pinochet, quoi. Voilà. Bon allez, du coup on va lire tout ça, ça risque d'être fort intéressant, je connais pas très très bien, là tout ce que je vous ai dit, c'est à peu près toute la connaissance que j'ai de l'histoire chilienne. Je pourrais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas on va lire cet article et essayer de comprendre ensemble qui est ce José Antonio Cast et qu'est-ce que ça signifie, hélas, sa victoire à la présidentielle chilienne cette nuit. Voilà. La troisième candidature du politique d'extrême droite José Antonio Cast, un vieux de la vieille de la politique chilienne, dépourvu de charisme, a été la bonne. Il a devancé amplement sa rivale de gauche, la communiste Janet Jara, avec 2 millions de voix de plus et 58% des suffrages exprimés. Donc c'était un deuxième cours communiste versus fasciste. C'était extrême droite versus extrême gauche un peu cette histoire, non? Le deuxième tour, c'était une communiste versus un pinochetiste. En fait, le parti est déjà moïsé, non? Centre-gauche? Ouais, c'était socialisme ou barbarie, la barbarie a gagné, c'est un peu ça. Hein. Ah là là, ça fait un peu peur quand tu te dis que c'est probablement la méta qui va arriver en France très très fort. Centre-gauche, non, il y a écrit communiste, mais c'est communiste entre guillemets, quoi. C'est communiste comme le PCF, c'est pas des communistes révolutionnaires, etc., quoi. Non? Communiste comment? Ouais, voilà, c'est une alliance de gauche. Ok, d'accord. Bon, bref. En tout cas, l'extrême droite a gagné face à la gauche, même si c'était plus du centre-gauche. D'accord. Ok, je sais pas qui est Janet Jara pour le coup. Je pense qu'ils vont expliciter un peu ça dans la suite de l'article. Devant des milliers de partisans et partisanes réunis dans un quartier huppé de Santiago, le président élu, qui prendra ses fonctions en mars 2026, a remercié ses soutiens, citant Dieu ainsi que celles et ceux qui ont une relation directe avec lui. Il a expliqué vouloir mettre en place un gouvernement d'urgence. On ne va pas le faire en criant. L'urgence ne signifie en aucun cas l'autoritarisme, a-t-il souligné. Bon. Alors que nombre de ses partisans et partisanes ont raillé les communistes et célébré la victoire de la liberté au Chili, Cast a appelé à respecter l'opposition. Si nous voulons nous améliorer, nous avons besoin de l'opposition. Je serai le président de tous les Chiliens, sans exception, a-t-il lancé. Car aujourd'hui, certains font la fête, d'autres non, et certains sont tristes, angoissés, parce ce qu'ils voulaient ne s'est pas produit. Pour faire face aux urgences, à la crise que nous traversons aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Ok, donc là, il se présente comme l'homme de la concorde nationale, quoi. Bon, ok, merci Germaine Fanchette. Merci pour l'info. Bon, on va lire la suite. Hein. Oula, donc c'est lui du coup. Je connaissais pas sa tête. José Antonio Cast, juste là. Cast Presidente, la Fuerza del Cambio. Bon, ok. Leur vote m'oblige, oui. Alors, c'est un discours où il vient de se faire élire, ça n'engage à rien. De toute façon, c'est le début de l'article, c'est pour dire voilà ce qu'il a dit. Pour l'instant, c'est purement descriptif. On va lire la suite de l'article avant de se prononcer. Juste avant de s'adresser à la foule, le président élu avait reçu la visite de sa rivale malheureuse. Il avait également appelé le président Gabriel Boric. La conversation téléphonique a été retransmise en direct. Cast a plaidé pour, je cite, la meilleure transition possible. Vous allez découvrir à un moment donné ce que signifie la solitude du pouvoir lorsqu'il faut prendre des positions très difficiles, lui a dit Boric. Les deux hommes ont prévu de se rencontrer lundi 15 décembre. Ok. Ma pote qui bosse avec Rima est franco-chilienne. Son père était emprisonné pendant la dictature. Oh, waouh. Force à elle et force à lui, du coup. Et elle me disait que ce résultat était aussi imputable au manque de travail, de mémoire sur la dictature. Ok. Les jeunes générations n'ont pas reçu la transmission de cette période. Et donc c'est pour ça que c'est un fan de Pinochet qui revient au pouvoir. C'est intéressant ça, parce que ça montre que cette espèce de devoir de mémoire, c'est hyper important, et c'est aussi sur la base de ça, sur l'oubli de ce qu'a été l'extrême droite par le passé, que l'extrême droite réussit à revenir au pouvoir. Et ça peut faire penser un petit peu à la France. Alors les analogies avec des pays d'Amérique du Sud, systématiquement, à se dire, il y a des leçons à tirer de tout ça. Moi, je trouve qu'il faut se méfier un tout petit peu, parce qu'il y a quand même ce côté où la position dans l'ordre des géopolitiques et l'histoire du Chili, c'est assez différent de la position dans l'ordre géopolitique et l'histoire de la France. Mais il y a peut-être quand même des points communs à tirer. Et le devoir mémorial, du coup, ça peut en être un, effectivement. De la même manière que là, le RN est plus populaire qu'avant auprès des jeunes, pour la simple et bonne raison que c'est que les jeunes, ils ont un peu oublié que c'était des putains de nazis en puissance, au final, le RN, quoi. Sachant que chez les vieux, de moins en moins, mais chez les vieux, il y a quand même encore un réflexe assez ancré de ne pas voter RN parce qu'ils se souviennent de ce que c'est. Ils sont encore le souvenir un peu pour certains même de la Seconde Guerre mondiale ou de ce que ça a été le FN ou l'extrême droite française à l'époque où ils avaient 30-40 ans, où c'était vraiment quasiment des nazis, quoi, le FN. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc sur ce truc de devoir mémoriel, ça se voit dans le cadre de la France, au sens où il y a un espèce de truc antifasciste, anti-extrême droite qui tient un peu plus chez les vieux que chez les jeunes. Et donc ça montre bien que voilà, quand on oublie ce que c'est que l'extrême droite historiquement, c'est aussi là où ils peuvent revenir et nous la mettre à l'envers, quoi. Voilà. Alors c'est plutôt l'inverse ici. Les vieux ils votent plus RN que les jeunes? Non, c'est pas vrai ça. Hein. Enfin, que les jeunes, ça dépend. Ça dépend de quels jeunes on parle. Les jeunes, c'est eux qui votent le plus à gauche, de manière générale. Mais tu prends des vieux, tu prends des plus de 70 ans avec des trentenaires, quand tu regardes, cette espèce de réflexe à ne pas voter, c'est en train de changer. Hein. Mais voilà, ils votent Macron, les vieux. Les vieux, ils votent Macron en masse, ils aiment pas trop voter pour l'extrême droite. Alors que chez les plus jeunes, voire chez les jeunes, enfin je veux dire, il y a une époque c'était inimaginable que chez les jeunes, il y ait autant de votes RN. Alors la gauche, les jeunes, on va dire les moins de 27 ans, ils votent plus à gauche qu'au RN. Mais le RN est en progrès de zinzin chez les jeunes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est un peu en train de changer. Les vieux, ils vont voter Zemmour ou LR, pas Le Pen, même si ça change. Voilà, exactement. Mais tout ça est en train d'évoluer. Mais je veux dire, pendant des années et des années et des années, les vieux ne votaient pas FN. Point à la ligne. Et ça, c'était parce qu'il y avait ce devoir de mémoriel. C'est un petit peu en train de changer, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a des tendances qui s'observent, quoi. Voilà. Macron, c'est pas l'extrême droite. J'en ai marre d'avoir le même débat en permanence. C'est insupportable. Pour le commun des mortels, Macron, ce n'est pas l'extrême droite. Non. C'est comme quand je dis la gauche pour parler du PS parce que la gauche s'est fait élire, parce que le PS s'est fait élire au sein d'une FP, etc., etc. Je parle de comment sont classifiés les gens en France. Arriver et dire oui, mais Macron aussi il est d'extrême droite et le PS n'est pas de gauche. Au moment qu'on dit ça, oui, je sais, c'est, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Voilà, c'est pas ce que pensent la plupart des Français. Voilà. Mais bon, je sais pas si tu dis ça pour me chercher ou pas, Shadoko, mais c'est bon, on s'est compris. Macron n'est pas classifié à l'extrême droite actuellement, mais il fait tellement le boulot pour l'extrême droite de toute manière, il déroule tellement un tapis rouge que c'est l'allié objectif de la fascisation. Ça, on peut le dire, ça c'est clair et net. Quoi. Bref. Ok. Plus de 50 ans après le coup d'état militaire, le Chili a été à son tour emporté par la vague conservatrice qui a déjà déferlé sur d'autres pays du sous-continent américain, comme l'Argentine et la Bolivie. Tiens, j'avais oublié la Bolivie. Et a élu dimanche 14 décembre à sa tête, pour la première fois, un nostalgique du régime Pinochet. Et ça craint du cul. Cast, catholique conservateur et père de 9 enfants, entrera au palais présidentiel de la Moneda, dans le centre de la capitale Santiago, le 11 mars 2026. Ça sera juste après mon anniversaire, super. Joyeux anniversaire. Grâce aux urnes. Là même où le président Salvador Allende, donc lui il est content, lui il est cool, hein, lui il est basé, lui c'est notre pote, lui c'est un camarade, assiégé par les militaires, s'était suicidé le 11 septembre 1973 avant qu'Augusto Pinochet n'impose un régime sanglant qui a fait plus de 40 000 victimes d'atteinte aux droits humains. Oh, j'avais pas les chiffres, hein. Donc plus de 3000 personnes tuées ou disparues. Voilà. Et là c'est pas il y a eu une guerre civile et il y a eu plein de morts, hein. C'est directement le pouvoir qui a tué 3000 personnes. Tué 3000 personnes. Et il y en a eu plus de 40 000 personnes qui ont soit été enfermées, etc., victimes d'atteinte aux droits humains, quoi. Donc c'était une vraie dictature avec tout ce que ça implique, quoi. Voilà. Le discrédit de la gauche au pouvoir, qui ne s'est pas remise du rejet du processus constituant en 2022, a été plus fort que la mémoire des crimes de la dictature auprès de l'électorat. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pépita, quoi. La mémoire des crimes de la dictature. À un moment donné, on oublie parce que ce travail mémoriel n'est pas assez fait. Puis les gens se disent « Oh, ça va, c'est le passé !» Et on réfléchit plus à ça, quoi. Pour les plus jeunes, c'est... Ça va finir sauter. Merci beaucoup Dreycos. Merci beaucoup Dreycos pour ton raid. Installez-vous, on est en train de lire un article Mediapart sur le résultat malheureux de la présidentielle chilienne, hein, où du coup un fan de Pinochet, Pinochet qui était le dictateur dans les années 70, le sanglant dictateur du Chili, là il y a un héritier de Pinochet, un fan de Pinochet qui est arrivé au pouvoir, et ça craint du cul, bien sûr. Voilà, donc on est en train de lire l'article. Installez-vous, merci beaucoup pour le raid. Let's go. Donc oui, le discrédit, je relis, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je relis le paragraphe. Le discrédit de la gauche au pouvoir, qui ne s'est pas remise du projet de processus constituant en 2022, a été plus fort que la mémoire des crimes de la dictature auprès de l'électorat. Pour les plus jeunes, c'est de l'histoire ancienne. Pour d'autres, c'est un héritage revendiqué. C'est presque ça qui fait un petit peu peur, quoi. Parce que typiquement, vous voyez, le Rassemblement National... Encore une fois, on va essayer de faire des analogies avec la France. Le Rassemblement National, ils n'en sont pas encore à assumer leur héritage revendiqué. L'héritage de Jean-Marie Le Pen, un peu, mais l'héritage de vraiment leur famille politique, c'est-à-dire l'extrême droite française, la droite nationaliste française, vu que c'était une bande de collaborationnistes, d'antidreyfusards, d'antisémites, de zinzin, ils n'assument pas totalement leur héritage. Mais il y en a certains qui commencent à l'assumer de plus en plus. Mais c'est pas trop au sein du RN. C'est plus les Zemmour et compagnie. Voilà, ça commence à citer Barès. Bon là, c'était une LR, ça, c'était pas Reconquête. Mais il y en a certains, je veux dire, à l'extrême droite, qui commencent de plus en plus à assumer
d'appartenir à la grande famille de la droite nationaliste française historique, quitte à réhabiliter des figures collaborationnistes, anti-dreyfusardes, antisémites et quasiment nazis, quoi. Voilà. Ils assument plutôt bien l'héritage colonialiste. Là-dessus, oui. Et encore que, ça dépend. Ils sont plutôt dire, oh mais c'est bon, arrêtez de nous casser les couilles avec la colonisation. On n'est pas responsable des crimes de nos aïeux ou quoi que ce soit. Mais là, plus ça va, plus c'est vrai que sur la colonisation, ça l'assume de plus en plus. C'est vrai. Donc en tout cas, il commence à y avoir quelque chose comme ça. Au fur et à mesure où l'extrême droite se rapproche du pouvoir, ils commencent à assumer de plus en plus leur héritage. En tout cas, ça, je sais pas trop, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette phrase-là, pour les plus jeunes, c'est de l'histoire ancienne. Elle s'applique tout aussi bien à la France qu'au Chili, au sens où, voilà, on a oublié d'où venait l'extrême droite française. On a oublié le lien évident avec les nazis. Et ça craint. Voilà. Édouard Philippe, typiquement, même si officiellement il n'est pas d'extrême droite, ouais. Alors sur la colonisation et tout, c'est encore un sujet un petit peu différent, parce qu'en plus, voilà, l'apologie de la colonisation, le fermer les yeux et de contourner le regard par rapport à la colonisation, pour le coup, c'est pas un marqueur uniquement de l'extrême droite, hein. La droite dite républicaine, elle joue à ce petit jeu-là aussi depuis bien longtemps. Voilà, et donc il l'assume un petit peu aussi. Je sais pas s'il y a eu un gros changement par rapport à ça, je sais pas, j'ai pas franchement la vision. Est-ce que quand on demandait à un random droitard dans les années 90 de donner son avis sur la colonisation, il disait oui, c'était un crime? Je sais pas, hein. Rappelez-vous, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a eu un discours, il a dit oui, la colonisation était un crime contre l'humanité. Moi, je suis prêt à l'admettre. Et ça a chié dans les bottes de tout le monde en disant non mais c'est honteux, ça va, l'autoflagellation, c'est pas possible, tatati tatata. Et c'était pas que l'extrême droite, hein, c'était aussi au sein de sa propre famille politique et au sein de la droite où ça a piqué une crise de gros gamins quand Macron a eu le malheur de dire oui c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Donc je veux dire, ce débat-là, c'était il y a moins de 10 ans et c'était pas que l'extrême droite et le RN qui nous a chié une pendule quand Macron a dit ça, quoi. Donc sur le souvenir et l'héritage de la colonisation, c'est encore un petit peu différent peut-être. Quand je pensais à l'héritage, c'était plutôt le lien avec typiquement la bonne vieille extrême droite française, quoi. Bref, vous allez venir où je voulais en venir. En tout cas, c'est vrai qu'on voit au Chili des dynamiques qui font un peu penser à ce qui peut aussi se passer en France pour une simple et bonne raison, c'est que l'extrême droite est au port du pouvoir en France aussi et en Occident, en fait. Voilà. On rappelle que selon Chapoutot, le nazisme est une version paroxystique de la colonisation pratiquée par les Européens depuis très longtemps avant. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, en tout cas, il y a un continuum évident entre les pratiques coloniales de déshumanisation, de marchandisation d'êtres humains, de réification de l'être humain, typiquement, avec toutes les horreurs génocidaires qu'il a pu y avoir et esclavagistes qu'il a pu y avoir pendant la colonisation, et le nazisme. Voilà. Après, on ne peut pas résumer le nazisme uniquement à ça, mais il y a un continuum évident, absolument évident. Et n'importe quel historien un peu sérieux tisse ce lien. Et voilà, et bah, même Jean-Michel Apathy, il est prêt à le faire, par exemple, là, en disant « Je vous rappelle que la conquête de l'Algérie, dans les années 1830, c'était 1 oradoro sur glane par jour. Par jour. Oui, monsieur. » Il est solide là-dessus, hein, Jean-Michel Apathy, on peut pas lui enlever. Yes, c'est pas Aimé Césaire qui disait le fascisme, c'est le colonialisme qui rentre dans la maison. Oui, tout à fait. Mais ça, il faut le rappeler. Hein. Apathy, il n'y a que sur la colonisation qu'il est based. Oui. Après, vous dites ça. Mais quand Jean-Michel Apathy appellera à voter Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella en mai 2027, on sera en mode genre ouais, let's go. Bon, on verra. Simone Veil aussi avait dit des trucs comme ça, ouais, probablement. Mais ça, oui, il y a évidemment un continuum entre les deux. Tout à fait. Mais genre sur l'héritage politique qu'on assume, j'ai l'impression qu'en France, l'héritage colonial est beaucoup plus assumé que l'héritage, on va dire, de l'extrême droite et l'héritage nazi. Je sais pas ce que c'est que super. Et surtout, en fait, assumer l'héritage. Enfin, c'est pas que l'extrême droite française qui a participé à la colonisation, c'est la France dans son intégralité, y compris la gauche au 19e siècle. Hein. On avait une gauche coloniale qui était genre vive la colonisation. Nous allons les civiliser et puis bon, de toute façon, c'est un peu des sous-hommes tous ces gens-là. Je veux dire, c'est pas l'apanage uniquement de l'extrême droite et la droite nationaliste française, la colonisation. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc où c'est encore plus un peu consensuel, c'est un truc qui est plus typiquement français d'assumer cet héritage colonial, plus que ce qui est typique de l'extrême droite française, comme par exemple beaucoup plus le nazisme, et voilà quoi, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques de la droite nationaliste française, et c'est cet héritage-là, peut-être, qui est plus dur à assumer par notre extrême droite actuelle, là où l'héritage colonial de la France, en vérité, c'est pas uniquement l'extrême droite. C'est pas uniquement l'extrême droite, c'est la France dans son intégralité. Et donc c'est pour ça qu'on a des trucs où même la gauche, il y a un moment donné, elle a assumé pendant assez longtemps, ou en tout cas elle a pris longtemps, la gauche institutionnelle, à admettre sa part aussi de responsabilité dans toute la politique coloniale française qu'il y a eu pendant des siècles, quoi. Voilà. C'est un petit peu différent. Et en tout cas, ouais, c'est sur une histoire de spécificité ou pas de l'extrême droite. C'est pas une spécificité, c'est pas l'apanage de l'extrême droite, la colonisation française. Et c'est pour ça qu'il y a plus de facilité pour tous les partis, y compris pour LR ou pour les Édouard Philippe qu'on a vu encore récemment dire la colonisation n'est pas un crime.
de l'assumer, quoi. Voilà. La collaboration est pas du tout assumée. Et en plus, ce truc-là où sur la collaboration, toute cette frange de la France qui a collaboré, etc., etc. Il y a De Gaulle qui est arrivé et qui a fait coup de baguette magique pour la concorde nationale. On oublie, tout ça, c'était pas la France. Non, non, la vraie France était à Londres. Vichy, ce n'était pas la France. Et donc, du coup, on a un peu fermé les yeux par rapport à ce qu'a été la responsabilité de la France, dans cette collaboration, dans le pétainisme, etc., etc. Aussi. Bah, du coup, je me suis mélangé. Bon, bref, je sais plus exactement. Salut Hugo, comment ça va? Tu disais quoi tout à l'heure? PTDR, le lien entre Ouradour et la conquête algérienne, je suis tombé au champ d'honneur pour la comparaison. Ah ouais, tu l'avais fait aussi? Tu l'avais dit aussi? Ouais, bah tu t'es fait. On t'a Jean-Michel Apathy, hein. Voilà, voilà. Mais ça, Hugo, ça y a une raison à ça. Si t'étais littéralement un gros gauchiste, si t'arrivais en mode genre, ouais, moi je suis communiste, y'a quoi, vous allez faire quoi? Bah du coup, on tomberait même pas là-dessus pour ça. On tomberait là-dessus de manière générale pour des trucs. Voilà, on se dirait, c'est normal qu'il pense ça, ce gauchiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Jean-Michel Apathy. Si tu veux qu'on arrête de tomber dessus quand tu dis des trucs comme ça, rejoins la gauche radicale. Allez, viens avec nous. Voilà. Merci, c'est moi Fatoum pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Je suis un collabo du FLN algérien pour un député que je ne citerai pas. J'ai une petite idée de que ça pourrait être. C'est celui auquel je pense ou pas? C'est celui auquel je pense? C'est celui qui en était déjà prêt à toi pour d'autres raisons? On ne dit pas les noms, hein. Ne mettez pas de nom dans le chat. Bonjour, je découvre enfin ce stream, le sujet est super intéressant et bien expliqué. Merci. Ah bah de rien, Camille Dundin. Merci, ça fait plaisir ça, les messages comme ça de gens qui découvrent et qui disent ça, franchement, c'est peut-être les messages qui font le plus plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y en a plein qui me découvrent, on est encore en front page, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de buzz en ce moment, c'est formidable. J'adore. Let's go. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre follow pour ceux qui me découvrent, je vois qu'on est 1600, c'est énorme. Incroyable. Hein. Merci à tous pour le buzz que vous me procurez. Vous faites de moi un homme comblé et épanoui. Même si, bon, non, j'en parlerai vendredi, là, quand on fera la conclusion de mon année 2025. Attends, je regarde juste un truc vite fait, clac, 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 et on va reprendre. Mais bon, voilà, je referme la parenthèse sur l'héritage colonialiste, l'héritage collaborationniste, c'est un petit peu différent, l'extrême droite française. Et juste, attendez, je regarde un truc vite fait, j'en ai pour une seconde. Et après, on va reprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais. Ah non, j'ai cliqué pas au bon endroit. Attendez, je regarde juste un truc vite fait. Ok. Désolé, les aléas du direct, bien sûr. Ok, non, je regardais où on en était dans. On est top 10 des chaînes les plus regardées en France, là, tout de suite, en ce moment même. C'est pas mal ça! On est à la 9e chaîne la plus regardée en France. Ça fait depuis le gouvernement Le Cornu que je te regarde, franchement très cool. Bah merci Pablo RSN, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on reprend l'article. Je voulais juste regarder ça parce que là je vois qu'on est beaucoup. Je sais pas pourquoi, on met en front page tous les jours en ce moment, c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher vos follow, bien sûr. Allez, t'as un petit feedback léger sur mon mic entre 410 et 420 Hz? Comment c'est un feedback? Sinon, je vais retravailler un peu mon mixage audio et quelques petits trucs pour la rentrée. Allez, on continue. Donc, oui. Caste, catholique conservateur, on l'a déjà lu. On était là. Comme le souligne l'historien Luis Tielman Hernandez, professeur à l'université Finisterrae de Santiago, je cite, « Le pinochettisme n'est jamais parti ». Ajoutant, c'est l'expression d'une permanence historique d'une grande masse de Chiliens, les riches, les classes aisées bien sûr, mais aussi des habitants des petites villes du Sud, des secteurs des classes moyennes et une part importante de la classe ouvrière du Nord minier, historiquement communiste, mais qui a basculé à droite dans les années 70 et 80. C'est un secteur pro-oligarchique, pro-autoritaire, avec peu ou pas de loyauté envers la démocratie ou les droits humains. Attends, un secteur pro-oligarchique, pro-autoritaire, avec peu ou pas de loyauté envers la démocratie ou les droits humains, c'est une assez bonne définition d'extrême droite au final. Surtout toute cette extrême droite française qui essaye de se faire passer pour étant du côté du peuple, du côté des petits Français qui travaillent, du côté de nos pauvres agriculteurs, face à la bourgeoisie bobo parisienne. C'est bien de rappeler qu'effectivement, cette extrême droite-là, malgré tout leur beau discours, ils sont pro-oligarchiques, pro-autoritaires, avec peu ou pas de loyauté envers la démocratie ou les droits humains. Et surtout, le pro-oligarchique est très très important. C'est des suceurs de milliardaires des premières, l'extrême droite. Rappel d'un truc, l'extrême droite, malgré tout leur discours démagogique et populiste, où ils sont passés pour étant les vrais représentants du vrai peuple réel face aux élites citadines, à côté de ça, c'est les plus gros suceurs de milliardaires possibles, pour une simple et bonne raison, c'est que l'extrême droite est dans une volonté de puissance, et toujours dans une volonté de puissance. Ils sont en mode, l'espèce de fantasme de la puissance, c'est un truc qui est consubstantiel de toute idéologie d'extrême droite, à l'échelle des individus et à l'échelle de la nation. C'est un espèce de truc de darwinisme social, c'est
La vie est violente, il faut que par la violence, le plus fort l'emporte sur le plus faible, et ça sera l'ordre naturel des choses, où les puissants dominent les dominés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc qui est à un niveau extrêmement fondamental, c'est quasiment des trucs qui caractérisent le plus l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça caractérise déjà un petit peu la droite de manière générale par rapport à la gauche, mais l'extrême droite, en dernière instance, c'est un peu ça qui les caractérise le plus. C'est le rapport à la puissance. Voilà. Le rapport à la puissance des individus et des nations. Et donc, du coup, ils sont en mode, on veut la nation la plus puissante possible. Et pour avoir la nation la plus puissante possible par rapport aux autres nations, ils veulent une bourgeoisie puissante. Je veux dire, les fachos, l'extrême droite, s'ils ont des multimilliardaires qui, au prix de l'exploitation des travailleurs, au prix des inégalités, au prix de la précarité des citoyens, sont puissants à l'international et font la puissance de la nation, ils sont heureux, ils sont contents. Parce que c'est des nationalistes. C'est des nationalistes qui veulent la France la plus forte possible. Et pour eux, une France forte, c'est une France qui a une bourgeoisie forte. Toute la droite veut ça. Toute la droite veut ça. Mais je veux dire, pour la droite classique, la droite républicaine, on va dire, on le sait de ça. On le sait très très bien. L'extrême droite, ils se font passer pour étant du côté du peuple, par rapport justement, y compris la droite républicaine, qui eux seraient du côté des élites. Mais je veux dire, eux, l'extrême droite est tout autant du côté des élites, parce qu'il y a cette volonté de puissance de la nation qui fait qu'ils se rangeront toujours du côté des puissants. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect à l'échelle de la nation. Mais en plus, à l'échelle de l'individu, ils estiment que les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est un peu de leur faute. Et les riches, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils sont meilleurs, quoi. Ils sont meilleurs. Donc ils veulent un ordre social inégalitaire au service d'une nation la plus puissante possible. Voilà. Et c'est un des principes du nationalisme. Un des grands principes du nationalisme, c'est que la nation, en tant que presque organisme indépendant, est plus important que les citoyens qui la composent, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui pourrait définir le nationalisme. Ce qui fait que le nationalisme, c'est pas du patriotisme, c'est pas aimer son pays, c'est que, en dernière instance, le plus important, c'est la puissance de la nation. C'est pas le bien-être des citoyens, ou les inégalités, ou les travailleurs, ou que sais-je, quoi. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai fait ces petits rappels, mais si c'était pour dire que voilà, effectivement, l'extrême droite est du coup, pour les raisons que je viens d'expliquer, pro-oligarchique et pro-autoritaire, mais par essence, quoi, par nature. Voilà. José Antonio Cast a fait campagne sur la lutte contre l'insécurité et l'expulsion des plus de 300 000 sans-papiers, la plupart en provenance du Venezuela, et sur un programme économique néolibéral avec la promesse de couper dans le budget de l'État à hauteur de 6 milliards de dollars, donc plus de 5 milliards d'euros. Je me rends pas compte en point de PIB combien ça fait au Chili, mais je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup. Ils sont combien ? Il y a combien d'habitants au Chili par rapport à la France ? Je sais même pas. Je vais regarder ça. 20 millions d'habitants ? Ah oui ! Ok. 20 millions d'habitants, population totale ? C'est pas énorme, hein. C'est 3 fois moins que la France à peu près. C'est plus de 3 fois moins que la France. Ok, le PIB du Chili ? Voilà, il est beaucoup plus petit que celui de la France. Donc tu regardes le PIB en valeur absolue, c'est bien plus petit que celui de la France parce qu'ils sont 3 fois moins d'habitants. Et en plus, le PIB par habitant est plus faible qu'en France. En France, on est un pays occidental, on est une des premières puissances mondiales. Donc voilà. Donc ça veut dire que les 9 milliards de coupes, c'était 9 milliards ? Je me souviens plus. C'était écrit où ? Non, les 5 milliards d'euros de coupe ramenés en PIB chilien, je pense que c'est beaucoup. Hein. C'est pas 5 milliards en France, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Donc ça fait une vraie cure d'austérité, a priori. J'aimerais bien savoir combien c'est en point de PIB, leur coupe de 5 milliards. Mais bon, bref, ok, voilà. Bon, ça, c'est mes trucs d'anciens profs de maths qui s'intéressent à la fiscalité, à la politique budgétaire. Mais bon, a priori, effectivement, 5 milliards d'euros, quand on regarde le nombre d'habitants et le PIB par habitant chilien, ça paraît être beaucoup. Mais la plupart des experts et des expertes doutent de la viabilité d'une telle politique au Chili. Bah tiens, l'austérité c'est de la merde et ça ne règle pas les problèmes économiques structurels. Parce que souvent c'est totalement décorrélé de l'économie réelle et faire des politiques d'austérité. Certes, ça assainit les comptes publics, mais au détriment de l'économie réelle. Et donc au final, c'est reculer pour mieux sauter. Ah bon ? Comme en Italie, comme en France, comme absolument partout. Je tombe de ma chaise. C'est un non-sens, estime Rachel Théodore, chercheuse au Centre d'économie et de politique sociale de l'Universidad Mayor de Santiago. Et chercheuse associée au Centre d'études sur les conflits et la cohésion sociale. La désillusion va être assez rapide, parce qu'il ne va pas réussir à faire ce que les gens veulent vraiment, qui est un changement de paradigme. Cast n'a pas compris le besoin de plus de protection sociale, de se sentir plus protégé, ce qui était la principale demande de l'estallido social, l'explosion sociale, ces manifestations de la période 2019-2020 qui aboutissent à l'organisation, le 25 octobre 2020, d'un référendum sur un changement de la Constitution. S'il s'engage dans un programme à la Milei, donc Milei c'est le fameux ultra-libéral, complètement zinzin, président de l'Argentine, s'il s'engage dans un programme à la Milei, il va se mettre tout le monde à dos, même les élites économiques.
Ok. Donc il y a eu tout un tas de manifestations qu'on appelait les stalido sociales, l'explosion sociale, qui a abouti sur un référendum constitutionnel en 2022, si je dis pas de bêtises. Mais il se trouve que tout ça n'a pas fini par servir assez et que là c'est l'extrême droite au final qui arrive à la tête du pays. Ça, je vous dis, j'ai pas bien suivi cette histoire de processus constitutionnel, etc., etc. En quoi ça a joué dans la balance pour l'élection. Je pense qu'ils vont en parler un petit peu après dans l'article. Est-ce qu'ils vont parler du fait que c'est un fils de nazi, le gars? C'est un descendant de vrais nazis d'Allemagne? J'aimerais bien le savoir aussi. Au pire, on regardera après pour vérifier cette info, mais j'ai vu tout le monde le dire, donc a priori, c'est effectivement bien un enfant de nazi. Enfant de nazi, on dirait vraiment une expression comme fils de pute, quoi. C'est marrant. Bref, force à toutes mes putes, nonobstant, évidemment. Ok, de l'autre côté de la cordillère des Andes, le président argentin Javier Milei, on en parlait, s'est réjoui de la victoire écrasante de son ami José Antonio Cast et de le voir rejoindre le club de l'international réactionnaire, on pourrait dire l'international fasciste ou l'international d'extrême droite. Ça revient à peu près au même, vous avez compris. C'est un pas de plus pour notre région dans la défense de la vie, de la liberté et de la propriété privée. Il y a besoin de défendre tant que ça la propriété privée? C'est fou parce que ces gens-là, ils sont en mode la propriété privée est attaquée, il faut défendre la propriété privée. Mais qui attaque en quoi elle est attaquée la propriété privée? Il y a vraiment des communistes qui veulent exproprier la bourgeoisie là, qui sont en train de gagner des élections, de faire des révolutions? C'est à quoi protéger la propriété privée? Ça me paraît plutôt bien en termes de. Ça me paraît bien protéger la propriété privée. Ça va, ça me paraît pas trop mal. Hein. Ça me paraît pas trop mal. Même dans un enfer socialiste, comme la France, la propriété privée me paraît plutôt bien protégée. Hein. Voilà. Ah oui, c'est par rapport aux impôts qu'ils disent ça peut-être. Ah oui, payer des impôts, c'est s'en prendre à la propriété privée. Pas du tout en réalité, mais bon. Bref, alors que justement, vraies personnes qui veulent réduire les impôts de tout le monde veut collectiviser les moyens de production. Dans un monde socialiste réel, on va dire, tel que décrit par Marx, mais en phase finale du socialisme, avec le dépérissement de l'État, etc., pour ceux qui connaissent, à la fin, il n'y a même plus besoin de faire des impôts. Parce que de toute façon, si les moyens de production appartiennent aux travailleurs, il n'y a pas besoin de redistribuer la richesse tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des cotisations sociales, il y aura des gros pots communs des travailleurs, mais dans un monde communiste à proprement parler, il n'y aura même plus besoin d'impôts en réalité. Donc vrai anti-impôt et communiste en réalité. Voilà. Donc je vous le dis une dernière fois à ceux qui me regardent. Si vous n'aimez pas les impôts, créons un monde ensemble où il n'y a pas besoin de redistribuer les richesses, de rééquilibrer le niveau de revenu et de patrimoine par l'impôt. Ce monde-là, il est possible. Il existe. Ça s'appelle le communisme. Je vous le dis. Et pour ceux qui me disent « Oui, mais les dizaines de millions de morts du communisme... » Qui a fait des dizaines de millions de morts là, ici, là? Dans ceux que j'ai mis ici. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Bon, Trotsky en vrai, Trotsky, là, il était leader de l'armée rouge pendant la guerre civile contre la Russie. Oh non, il a tué des Russes blancs fidèles au tsar. Moi, je suis du côté de Trotsky là-dedans, donc bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que prononçons-nous justement à la propriété privée pour que tout le monde paye moins d'impôts à la fin. Voilà ce qu'on devrait faire. Il a aussi fait tuer les marins de Kronstadt. C'est vrai. Force et honneur aux marins de Kronstadt, à l'avant-garde de la révolution de Pétrograd en 1917, qui au final ont été amalgamés à la contre-révolution petite bourgeoise et tués par l'armée rouge de Trotsky. Là-dessus, moi, je suis un gros Trotskar en vrai. Mais là-dessus, non. Voilà. De toute façon, vous savez quelle partie, bien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une vingtaine d'années maximum. Alors, une vingtaine d'années, c'était il y a longtemps, mais Kronstadt, c'était en 1919, un truc comme ça. Hein. Vous voyez le NPA, ou même c'était encore la LCR à l'époque, avait dit bon, on fait un communiqué officiel pour dire qu'on est trotskiste, mais Kronstadt, on n'approuve pas. Voilà. Oui, il y a la Marnochina aussi, ouais. Tout à fait. Bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire qu'en tout cas, si on veut payer moins d'impôts, il y a toujours une solution, c'est socialiser les moyens de production, on paiera tous moins d'impôts. Voilà. Pratique, hein. Pratique. Après, mon monde idéal, c'est 80% de prélèvements obligatoires, 83% de dépenses publiques. Comme ça, hop là, pas plus de 3% de déficit, on est bien, tout le monde paye énormément d'impôts, mais tout est gratuit. Vous imaginez? On gagne juste 500 € par mois, c'est galère. Quoi? Que 500 € par mois? Mais vous n'avez pas à payer le logement, le transport, la nourriture, la retraite et les soins. Ces 5 trucs-là. Imaginez, vous n'avez pas à payer dans votre vie ni le logement, ni le transport, ni la nourriture, ni la retraite, ni les soins. Tout ça, vous ne payez rien. À ce moment-là, tout ce qui reste pour consommer, tout ce qu'on nous donne par la suite, c'est de l'argent de poche, on en fait ce qu'on veut. Donc si on gagne tous 500 € par mois et que tout est gratuit, on a tous 500 € de reste à vivre. Tu prends quelqu'un qui gagne 1700 € par mois, une fois qu'il a payé toutes ses factures, il lui reste pas 500 €. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste gaze IMO? Si, c'est pas mal. C'est un peu le communisme. Hein. Combien de mètres carrés le logement? Suffisamment pour que tout le monde puisse vivre tranquillement.
Mais comment acheter mon sac à main à 10 000 $? Bah, tu prends un prêt à la banque. Voilà. Du coup, les prêts à la banque, ça sera juste pour se faire plaisir. Comme ça, on sera plus enchaîné au système bancaire. Ça sera pas en mode genre, comment vais-je faire pour acheter un logement ou une voiture pour me rendre à mon travail et pour élever mes enfants? Je suis obligé de prendre un prêt à la banque. Non, là, les prêts à la banque, ça existera toujours. Ça sera uniquement pour se faire plaisir dans la vie. Voilà. Oh, j'achèterais bien un truc stylé un peu. J'achèterais bien un bel objet pour me faire plaisir dans la vie. Bah, prends un prêt à la banque et puis voilà. Voilà. Tu laisses toute l'économie de marché pour ce qui n'est pas nécessaire et tu sors de l'économie de marché tout ce qui est nécessaire. Si tu fais ça, on paiera énormément d'impôts et de cotisations sociales, mais derrière, tout sera gratuit. Franchement, ça serait bien comme système. Ça serait un genre de système d'économie mixte, mais le but, c'est de sortir du marché un maximum de choses et garder le marché que pour ce qui n'est pas uniquement nécessaire ou pour ce qui pourrait être un petit peu efficace, quoi. Voilà. Bref. Un jour, je en parlerai plus longuement de tout ça. C'est ma théorie de fonction régalienne du marché que personne n'a jamais théorisée. Je suis sûr qu'il y aurait un coup à jouer avec ça pour essayer de normaliser les idées communistes. C'est pas le communisme que tu décris là, mais ça va un peu plus dans ce sens-là. C'est une économie mixte, mais c'est une économie mixte qui serait plus proche du communisme peut-être que du capitalisme, ou qui en tout cas réserverait l'accumulation de capital éventuelle, ou en tout cas l'économie de marché, à des choses qui ne sont pas nécessaires pour vivre. Ça serait un espèce de système mixte en fait. Voilà. Mais de la même manière que là, on dit souvent que la retraite par répartition et la sécurité sociale, c'est le déjà là communiste. C'est Bernard Friot qui parle comme ça. Si tu fais une économie où tu sors de l'économie de marché tout ce qui est nécessaire pour vivre et que tu laisses dans l'économie de marché tout ce qui est pas obligatoire, c'est pas le communisme, mais c'est un système mixte qui commence un petit peu à aller lorgner de ce côté-là quand même. Ça veut dire que le déjà là communiste, il commence à être voilà, c'est du commun mixte. Une économie mixte. Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais non, c'est pas le communisme à proprement parler que de dire ça. Mais ça serait déjà une bonne idée. Et ça ouvrirait un débat, en tout cas, pour pouvoir peut-être éventuellement aller plus loin. Du communisme libéral. Il y aurait une partie de l'économie qui serait toujours libérale, et tout le reste, ça serait communisé, ça serait socialisé. Mais si tu socialises l'essentiel, et que tu laisses le libéralisme et l'économie de marché pour ce qui arrive en plus, c'est un bon début, je dirais. C'est un bon début. Voilà. Bon bref, là je suis parti dans des dans des tunnels, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas inintéressant de parler de tout ça, mais je sais plus pourquoi je suis en train de parler de ça. Revenons. Ah oui, parce qu'on parlait de Javier Milei et qui disait que la propriété privée est attaquée. Bon, ok. Je sais plus pourquoi je parlais là-dessus, mais on va revenir. La limite, c'est que certaines choses deviennent obligatoires avec le temps. Genre en 95, avoir un téléphone portable était un luxe. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Bah si c'est nécessaire, tu le sors de l'économie de marché. Et hop là. Voilà. Ça pourrait être déjà un principe simple, un principe très simple, un paradigme très simple, un axiome quasiment. Et en partant de cette phrase, de ce truc très simple qu'on peut résumer en une phrase, tu pourrais établir tout un système là-dessus. En se disant tout ce qui est nécessaire pour vivre doit être sorti de l'économie de marché. Une phrase. Et si tu essayes d'appliquer ça, si tu essayes d'appliquer ce principe, t'arrives pas au communisme, mais t'arrives à un système qui peut commencer à être un peu bandant pour le coup. Voilà. J'appelle pas ça du communisme libéral. Ce serait une économie mixte très 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 à gauche. Voilà. Bref. Allez, on continue. Donc on en était où? Oui, Javier Milei est content, il salue son ami José Antonio Cast parce qu'entre fascistes, ils s'aiment bien, ils se reniflent le cul comme des clébards. C'est ça qu'on disait? Oui. Je suis sûr que nous allons travailler ensemble pour que l'Amérique embrasse les idées de la liberté, que nous puissions nous libérer du joug oppressif, du socialisme au XXIe siècle, a-t-il posté sur son compte X. Aux États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio a également fait part de sa satisfaction, se disant prêt à coopérer avec Cast pour renforcer la sécurité publique, mettre fin à l'immigration clandestine et redynamiser leurs relations commerciales. Voilà, fasciste reconnaît fasciste encore une fois. La candidate de la coalition de gauche, Jeannette Jarrah, ministre du Travail du gouvernement Boric, qui a fait passer une loi sur les retraites, n'a pas obtenu le miracle espéré. Les chiffres du premier tour accordaient un ballottage largement favorable à Cast, un écart qu'elle n'a pas pu remonter lors du dernier mois de campagne, marqué par une série de débats et de meetings. Jarrah a tenté de prendre ses distances avec le pouvoir en place et Cast a poursuivi sur sa lancée. J'ai l'impression, comme en Argentine, qu'il y a une prime à ceux qui ne sont pas les sortants. Vous voyez ce que je veux dire? Comment a fait pour gagner Javier Milei et pour progresser? Il s'est appuyé sur une gauche au pouvoir qui a déçu, qui n'a pas pu, on va dire, contenter les aspirations du peuple. Et donc du coup ils étaient en mode genre face à moi c'est la gauche, regardez ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir, ces pseudo-gauchistes de merde, élisez-moi pour avoir le changement. Voilà, ça c'est comme ça qu'il s'est fait élire. Javier Milei, bah là il semblerait qu'il y a un truc un petit peu comme ça. Donc la candidate de la coalition de gauche a beau essayer de se détacher de ceux qui étaient déjà au pouvoir, ça n'a pas été suffisant parce qu'elle était marquée du sceau de l'infamie de ceux qui étaient déjà au pouvoir. C'est presque comme une forme de dégagisme en fait qu'on voit dans les Amériques du Sud, et ça
ça profite indubitablement à l'extrême droite, ou en tout cas, ça profite contre la gauche dans les pays où la gauche était déjà au pouvoir. Mais si on applique cette espèce de truc un peu dégagisme, si on estime qu'il peut se passer quelque chose comme ça, de cet ordre-là un petit peu en France, bah là, la méta à laquelle on va arriver, ce fameux truc Bardella versus Mélenchon qui nous pend au nez, hein, de plus en plus on en parle, qu'on en parle autant, et pas que des gauchistes, et pas que des zinzins soumis matrixés par Mélenchon, vous voyez ce que je veux dire, qu'on salue bien sûr, hein, force à tous mes zinzins soumis matrixés par Mélenchon, vous êtes des camarades, et je vous aime beaucoup, je vous fais un gros bisou. Mouah. Non, je dis ça parce qu'après on vient me chier dans les pattes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je veux dire, on en parle de plus en plus de ce fameux duel Bardella-Mélenchon qui arrive, qui nous pend au nez. Et bien s'il arrive ce duel Bardella-Mélenchon, ça sera deux des... Il y aura personne qui est sortant, quoi. Mélenchon, c'est la gauche de rupture qui va être en rupture avec évidemment le macronisme, mais avec aussi toute la gauche depuis les années 80 qui s'est ralliée justement à l'économie de marché pour des raisons diverses et variées. Donc c'est déjà une forme de dégagisme, on va dire. D'ailleurs, le mot dégagisme avait été théorisé par Jean-Luc Mélenchon vers 2012, là, sa toute première campagne. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Qu'ils s'en aillent tous. Mais Bardella et l'extrême droite et le RN, ils prospèrent aussi sur ces espèces de dégagisme de droite. Au final, à dire regardez, tout ça c'est le système UMPS, c'est les mêmes élites qui nous gouvernent depuis tout ce temps. On n'en peut plus de ces gens-là, quoi. Donc si c'est RN versus LFI, et ben les deux pourront profiter de cette prime au dégagisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que Bardella, au final, de plus en plus, pour se normaliser, est en train de se rapprocher des milieux patronaux, de la droite libérale, bourgeoise, historique, LR et compagnie. Et donc, il sera le plus dégagiste du lot. Alors après, attention, une fois que j'ai dit tout ça, n'oublions pas que comparaison n'est pas raison et que, voilà, ça sera pas la même chose au Chili, en Argentine et en France. Je veux dire, à un moment donné, je pense que pour gagner, il faut aussi avoir une forme de normalisation et c'est le barrage républicain qui fait gagner en France, quoi. Quand tu regardes les dernières présidentielles, c'est le barrage républicain qui a fait gagner Macron 2 fois, quoi. Donc si victoire il doit y avoir contre l'extrême droite, ça sera le barrage républicain qui fera gagner, hein. Moi, j'en suis convaincu. Et la vraie question à se poser de est-ce que la gauche peut gagner, est-ce que Mélenchon peut éventuellement gagner si vraiment on y va vers ce duel-là. Et franchement, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'il faut être pragmatique, qu'il faut être réaliste et qu'il faut se préparer à ce que ce duel arrive parce que ça commence à être sur toutes les lèvres 1 an et demi avant. Et bah si c'est ça, faut jouer le barrage républicain. C'est la seule solution. Ou alors Bardella arrivera au pouvoir. Voilà, moi c'est mon avis. Je suis nouveau, Ribo, si tu dois voter pour un parti à gauche, tu votes qui ? Moi je vote pour Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant 13 ans. J'ai voté pour Mélenchon en 2012, en 2017, en 2022. Moi mon avis c'est que pour les... Alors après je ne suis pas parfaitement aligné avec la ligne de la France Insoumise, mais électoralement moi je soutiens LFI. Point. Mais après idéalement moi j'aime bien quand il y a une forme d'union autour de LFI ou avec LFI. Moi ce que je préférais, c'est quand j'ai pu voter en 2012 et en 2017 pour le Front de gauche. Alors, c'était plus tout à fait le Front de gauche en 2017, mais le PCF était quand même derrière Mélenchon, vous voyez. Mais cette espèce d'union, de rupture autour de Mélenchon dans les présidentielles, moi, j'aimais trop voter pour ça. Voter Front de gauche en 2012, quel banger! J'aimerais bien pouvoir refaire ça, qu'il y ait une forme de front unitaire, voilà, parce qu'on est en mode genre, bon, bah, on va y aller. Ce duel Bardella-Mélenchon t'ont annoncé. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est pas faire de la prophétie autoréalisatrice que d'en parler. Il y a un truc, voilà, que ce soit Mélenchon ou un autre, peu importe, mais le truc de LFI versus RN, quand tu regardes très concrètement, je pense qu'on y va tout droit. Je ne vois pas, plus je me creuse la tête. Et pourtant, c'est un truc dont on parle beaucoup. Hein. C'est un truc dont on parle beaucoup depuis longtemps. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que sur ces questions-là, je suis en mode genre, le all-in Mélenchon 2027, moi je me méfie, j'ai peur qu'on tombe de haut, etc. Ceux qui me suivent le savent très bien. Mais là, soyons réalistes, soyons pragmatiques. On y arrive tout droit, ce duel. Donc à ce moment-là, soyez par réalisme et pragmatisme, essayons de réfléchir dès maintenant à tout ça, quoi. Bref, pourquoi je parle de ça ? Donc ouais, moi ce que j'aimais bien, c'est pouvoir voter, que le bulldozer Mélenchon, on va pas l'arrêter. Même si on se dit c'est pas la meilleure stratégie, là n'est pas la question de la meilleure ou de la moins bonne stratégie. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre pour la gauche française actuellement ? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Il y a pas de solution. Il y a pas d'autre solution que ça. C'est comme ça que ça va se faire. Arrêtons de nous voiler la face. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est une union, une forme d'unité, un contour unitaire autour de cette fameuse candidature Mélenchon qui va arriver de toute manière. Elle va arriver, on le sait. Ça sert à rien de se voiler la face. Vous voyez ? Et donc moi, j'aimerais bien une reformation du Front de gauche, comme ce que ça a été en 2012, et même encore en 2017, même si c'était plus vraiment le Front de gauche à proprement parler, il y avait une union de la gauche radicale autour de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que si on veut un chemin vers la victoire à gauche pour 2027, c'est ça qu'il faut faire. Point. Voilà. Donc c'est la ligne que je défendrai jusqu'en 2027, on verra. Hein. On verra. Hello, le bashing anti-LFI en parallèle de la banalisation du RN dans les médias, ça fait des ravages. C'est ce qui me fait peur perso. Ouais, mais quelle solution on a d'autre ? Trouver un mec plus passe-partout qu'un Méluche, etc.
C'est dans 1 an et demi l'élection, c'est pas possible en fait. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Donc moi au contraire, il faut dès maintenant préparer une dédiabolisation et une normalisation de la figure de Mélenchon, parce qu'on sait très bien que c'est lui qui va y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va perdre, ça pue du cul, mais de toute façon on va perdre quoi qu'il arrive, hein. C'est quoi l'autre solution? À ce moment-là, l'autre solution, on va perdre. Si vous avez peur de perdre, la possibilité de perdre face au RN, elle arrive. Ou alors, tu établis toute une stratégie pour envoyer un vieux centriste éclaté au pouvoir en disant, bah comme ça, on n'aura pas l'extrême droite. Là, c'était déjà le cas un petit peu avant. C'est la question qui s'est posée. Est-ce qu'on vote barrage? Enfin, pas est-ce qu'on vote barrage? Est-ce qu'on vote pour Macron contre Marine Le Pen en 2017? Est-ce qu'on vote Macron contre Marine Le Pen en 2022, etc., etc. C'est la question qui se posait déjà. Et toute une partie de la gauche, de l'extrême gauche et de la gauche radicale, on va dire, disait, de toute façon, ça sert à rien de voter Macron contre Le Pen, c'est reculer pour mieux sauter. Mais encore, il y avait quand même un truc où Macron, voilà, il arrivait à la première, il arrivait au second tour, 2 fois de suite. Donc je veux dire, c'était pas nous qui décidions de la stratégie de Macron ou pas pour arriver au second tour. Mais je veux dire, là, si on décide d'une stratégie à gauche, où le seul but, c'est d'avoir quelqu'un d'assez consensuel pour pouvoir battre l'extrême droite au second tour, là, ça veut dire qu'on établit toute notre stratégie pour, au final, reculer pour mieux sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mis devant le fait accompli, mis devant le fait accompli d'un second tour Macron-Le Pen, moi, je considère que valait mieux reculer pour mieux sauter en votant Macron, parce que dans tous les cas, ça nous faisait gagner du temps. On ne peut pas établir toute une stratégie qui, au final, n'aurait que comme seul effet reculer pour mieux sauter. Il faut jouer pour le titre en 2027. C'est la seule solution. Il faut jouer pour le titre. Et jouer pour le titre, c'est un vrai contre-projet, solide sur ses appuis, à même de désamorcer et convaincre face au projet de l'extrême droite. Et ce projet-là, il est porté par LFI. C'est pas mon avis, c'est un constat que je fais et tout le monde un peu sérieux le fait. Et qui d'autre pour l'incarner que le bulldozer Jean-Luc Mélenchon. Donc, partie de ce constat, c'est pas il faut all-in Mélenchon 2027, mais il faut préparer les conditions d'une victoire de Mélenchon au 2e tour. C'est ça ou rien. Et je veux dire, hot take, si Mélenchon perd face à Bardella au second tour, est-ce que ça sera une défaite? La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Se mettre derrière un François Hollande? Se mettre derrière un Édouard Philippe pour se dire, au moins ça sera pas l'extrême droite. Il vaut mieux, c'est quelque chose, on va peut-être m'afficher là-dessus. Il vaut mieux perdre avec une vraie candidature solide, de gauche, de rupture, tout ce que vous voulez, face à Bardella en 2027, plutôt que de tenter de faire un truc qui sera que reculer pour mieux sauter, parce que là, c'est plus la question qui se pose. C'est plus est-ce qu'on doit voter Macron contre Le Pen en 2022 ou est-ce qu'on doit voter Macron contre Le Pen en 2017. Ce n'est plus la question, là. Ce n'est plus la question. Là, il faut battre l'extrême droite, parce que sans ça, c'est l'extrême droite qui va nous battre. Et donc, je veux dire, soyons pragmatiques, à un moment donné, préparons dès maintenant ce chemin vers la victoire. Et si on perd à la fin, il faut avoir perdu le plus, pas héroïquement possible, mais il faut être le plus fort possible. Imaginez, le RN arrive au pouvoir. De toute façon, c'est un peu en train de nous pendronner que le RN arrive au pouvoir. C'est un secret par personne. Donc si le RN arrive au pouvoir, vaut mieux quoi? Que le RN arrive au pouvoir et que l'opposition, pendant 5 ans, ça soit un Édouard Philippe de merde qui est lui-même de droite? Ou vaut mieux perdre face à Bardella en 2027 avec un Mélenchon à 45% et l'opposition, c'est la gauche de rupture? Les seuls à même de combattre efficacement l'extrême droite sur le fond. Dans tous les cas, il n'y a plus le choix. Je veux dire, là, Ouais, mais c'est pas toi qui on décide. peut pas changer de strat et aller trouver un mec suffisamment consensuel qui articule le fait d'être consensuel médiatiquement et le fait d'être, suffisamment à gauche pour avoir sur le fond les armes pour battre l'extrême droite. C'est pas possible. C'est chimérique. On n'y arrivera pas. Donc à ce moment-là, autant tenter de préparer les conditions d'une victoire ou en tout cas d'une défaite la moins cinglante possible. Et pour moi, ça c'est mon avis, il faut créer un cadre unitaire autour de Jean-Luc Mélenchon. Parce que qui passe au premier tour, on est de plus en plus à se dire que ça va être, il a jamais été dans des aussi bonnes conditions pour passer au second tour. Mais comment gagner le second tour? Pour moi, il faut dès maintenant créer une forme de diabolisation et de normalisation de Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, ça se fera par c'est un républicain, parce que c'est la vérité, sa mère. C'est un gros républicain. C'est un gros républicain de ses morts, Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, c'est la seule chemin vers une victoire, c'est rappeler et rabâcher que la République, c'est lui. Parce que c'est la vérité. Donc il faut reformer un genre de front de gauche à l'ancienne et jouer la strate. Mélenchon est un républicain. C'est même le dernier rempart de la République face au fascisme. Ça sera le seul narratif qui peut nous faire gagner, pour moi. Et ça, attention, ça ne veut pas dire recentrer son programme et commencer à se ramollir sur le fond, se ramollir sur les idées et sur le programme pour tenter de se normaliser. C'est pas comme ça, et c'est pas sur le fond qu'il faut se normaliser. C'est sur la stature, la posture, etc., etc.
Voilà, donc moi c'est mon avis sur la strat pour 2027. De toute façon je vois pas autre chose. Franchement, pourtant, hein, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis pas le plus mélanchoniste, je suis pas un mélanchoniste orthodoxe. Il y en a, ça fait 1 an et demi que vous êtes en mode all-in Mélenchon 2027. Moi je suis en mode genre, attention de voir, peut-être, machin, bidule. Mais là c'est bon, faut se rendre à l'évidence. Voilà. Salut Modem, comment ça va? Surtout que dans les deux cas, si le RN gagne, on est sûr qu'un Glucksmann gagne au second tour. C'est même pas sûr non plus. Après, moi je pense qu'un centriste, même s'il est nul à chier, il peut gagner face à Bardella. Parce que ça rejouera le truc du barrage républicain. Je pense que pour battre Bardella au second tour, un centriste, ça peut marcher. Mais du coup, ça voudrait dire que nous autres électeurs de gauche, on doit préparer une candidature centriste uniquement pour ça. Allez vous faire foutre. On doit préparer une candidature qui correspond aux idées qu'on porte. Et le but, c'est qu'elle gagne à la fin. Donc gauche JLM 2027, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais quand je dis ça, c'est par pragmatisme pur. C'est par pragmatisme pur. Je ne vois vraiment pas ce qui peut se passer d'autre. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre électoralement quand on est à gauche. Ou alors on dit les élections, l'hyper-présidentialisme, la 5ème République, tout ça, ça dégage. Il faut dès maintenant se dire que c'est pas dans les urnes qu'on battra l'extrême droite et trouver d'autres modes d'action et ne même pas s'intéresser à la politique électorale. Ok, ça je veux bien. Mais pour qui s'intéresse à la politique électorale, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Bref, je pars dans des tunnels là sur cette lecture d'article, on n'a même pas fini de lire l'article. Mais c'est intéressant quand même de voir que je parle un peu de l'extrême droite qui gagne en Argentine, etc., et je fais que parler d'autres trucs parce que c'est ça qui est dans toutes les têtes, c'est ça qui est dans toutes les bouches. Le RN est aux portes du pouvoir en France aussi. On la voit, l'extrême droitisation du monde, de l'Occident, mais pas que. L'Amérique du Sud, c'est pas l'Occident, vous voyez. Je veux dire, à un moment donné, soyons réalistes, quoi. Ouvrons les yeux par rapport à ça. Et pour moi, ouvrir les yeux par rapport à ça, c'est deux choses. Le côté zinzin soumis optimiste et le côté dooming. Pour moi, c'est réaliser deux choses. C'est que le RN peut arriver au pouvoir et va peut-être arriver au pouvoir. Et pour moi, ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Sans ça, moi, je vais devenir... Si je suis surpris par le fait qu'un jour le RN arrive au pouvoir, juste, je vais m'effondrer. Psychologiquement, je vais faire une dépression. C'est genre, je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas. Donc, il faut s'y attendre parce que quand même, c'est une possibilité. C'est une vraie possibilité. Et le dire, ce n'est pas miner l'espoir à gauche, etc. Pour moi, pas du tout. Donc il faut à la fois se préparer à une éventualité du RN au pouvoir et de l'extrême droite au pouvoir en France. Ça nous pend au nez. Il faut être réaliste par rapport à ça, 5 minutes. Parce que sans ça, c'est une mauvaise manière d'analyser les choses. Mais il faut aussi se rendre compte qu'à un moment donné, électoralement, bah let's go quoi. Let's go à LFI. Qui a part LFI et au sein de LFI, qui a part Mélenchon, quoi. Voilà. Donc c'est la méta qui arrive, même des comment ça s'appelle, même des Jean-Michel Apathy et des Alain Duhamel le disent, vraiment voilà quoi. Et donc est-ce que tout ça, ce que je viens de dire, ça serait pas finalement allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté? Relire Antonio Gramsci. Bah moi je pense que oui. Mais je veux dire, il faut aussi ne pas oublier ce pessimisme de la raison, il faut se rendre à l'évidence, le RN a des bonnes chances d'arriver au pouvoir en 2027. Ça nous pend au nez. Ça c'est le pessimisme de la raison, mais dans l'optimisme de la volonté, disons bah il faut se battre et il faut se battre le plus fort qu'on peut. Et se battre pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, ça veut pas dire préparer toute une stratégie électorale qui consiste à envoyer un centriste parce que lui, peut-être, il peut le battre. Non. On joue la game. On joue pour le titre depuis le début. Et jouer pour le titre, battre l'extrême droite, ça sera pas avec des demi-mesures. Donc let's go Mélenchon 2027. Moi, je monte dans le train officiellement maintenant. Voilà. Vous savez pourquoi je monte dans le train officiellement que maintenant? Il y a plusieurs raisons. On va en parler un petit peu après. Mais première raison, il n'y aura pas de législative anticipée, il n'y aura pas de dissolution. C'est ce qui se voit là avec le PS et compagnie et machin bidule. Pour moi, dans l'éventualité d'une législative anticipée, on ne pouvait pas avoir uniquement la focale sur la présidentielle 2027. Mais ça, c'est fini. Il n'y aura pas de législative anticipée, il n'y aura pas de dissolution. Macron, il a réussi son pari de merde à pas dissoudre à cause du PS. Dont acte. Prochaine étape, après les municipales, la présidentielle. Arrêtons de nous voiler la face. Tout le monde ne pense qu'à ça toute la journée quand on parle de politique électorale. Donc soit on dénonce l'hyper-présidentialisme et on ne s'y intéresse même pas, soit on arrête de se voiler la face. Voilà. J'ai pas prévu de faire ce petit laïus maintenant, mais c'est intéressant. Je pourrais peut-être même en faire une capsule. 2 réponses possibles. Si vous doumez le chat, abandonner ou se battre en essayant d'y croire. Tout à fait. Mais je veux dire, il faut pas s'interdire de doumer. Moi, j'en suis persuadé. Il y en a qui disent non. Faut pas montrer à l'adversaire que parfois on doute. Moi, je pense que non, au contraire. Il faut savoir déprimer, il faut savoir s'attendre au pire. Sans ça, si on s'attend pas au pire, comment on peut préparer le meilleur? Non mais je dis pas une capsule, mais peut-être je vais mettre le replay directement sur YouTube sous cette forme-là, ça serait peut-être plus intéressant parce que là du coup, refaire un peu de montage derrière, parce que là du coup, ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir vraiment avec l'extrême droite ou je sais pas quoi, bon. Enfin, avec le Chili, on verra. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Bah ça non, du coup non, c'est pas vraiment ça. Bref. Allez,
On continue. Mais ça, j'en reparlerai de ces trucs de électoraux, etc., etc. J'aimerais bien inviter Chris de la Pas du Team et Stefano Palombarini, j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé un peu avec Chris, pour débattre justement de ces trucs-là, vraiment en mode faire de l'analyse de dynamique électorale, etc., etc. Ça risque d'arriver au début de l'année 2026, on n'aura pas le temps de le faire cette semaine, on n'a pas encore préparé, mais attendez-vous à du super contenu là-dessus. Voilà. Voilà. Allez, on reprend. Donc on en était où ? Oui, voilà. Donc, les États-Unis de Trump, ils sont contents. Là. Il y a l'extrême droite en Argentine, ils sont en mode genre, ah oui, mais on aime bien. Nous aussi, on est fascistes. Let's go. Ah non, on était après. On était en mode la candidate de la coalition de gauche, Janet Jara. Elle n'a pas pu être réélue. Ah oui, c'est pour ça que je suis parti dans ce tunnel. On avait dit il y a une prime au sortant. Pardon, une prime au dégagisme. C'est-à-dire que le sortant est désavantagé structurellement. Et c'est toujours les espèces de dégagistes qui arrivent. Ça s'est vu avec l'Argentine de Milei et ça se voit aussi avec le Chili. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on est parti dans tout ce laïus sur l'extrême droite en France. Ok. Tu as spoil la surprise de la Pas du Team ? Mais non, c'est pas ça la surprise de la Pas du Team. On en a à peine parlé tous les deux. Mais bon. Ok, on en était où ? Dadadi dadada. Ok. Donc Jara, donc elle c'était la candidate malheureuse à l'élection présidentielle du Chili. Donc celle à la tête de la coalition de gauche, a tenté de prendre ses distances avec le pouvoir en place et Cast, donc le fils de nazi d'extrême droite, etc., a poursuivi sur sa lancée. Ça marche. Ce dernier a habilement évité les sujets polémiques liés à ses prises de position antérieures, que ce soit sur le sort réservé aux militaires condamnés pour leur violation des droits humains pendant la junte militaire ou sur son combat contre l'avortement. 6 ans après le mouvement social d'ampleur qui avait secoué le pays, l'extrême droite et la droite ont ainsi réussi à imposer, avec l'aide des médias détenus par les grandes fortunes du pays, comme en France, un nouveau récit, dépeignant cette mobilisation sociale comme un mouvement violent et destructeur. Pour Rachel Théodore, l'élection de Cast est la contre-révolution de l'Estadida sociale. Il y a eu un désenchantement, et un récit promu par la droite et l'extrême droite s'est propagé pour dire que ce mouvement social avait été une erreur, et que le Chili, je cite, tombe en morceaux. Ce qui est faux. Cast est l'illustration de cette réaction, poursuit-elle. De plus, comme le souligne l'historien Luis Tielman Hernandez, Janet Jara a abordé le sujet de la sécurité sur le terrain de l'adversaire, dans le cadre du programme de la droite, qui affirme que le Chili n'est pas un pays sûr, alors que c'est le pays le plus sûr d'Amérique latine, ce qui a donné automatiquement l'avantage à Cast. Ok. Faut pas les chasser sur les terrains de l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gauches là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il y a des leçons que nous on a l'impression, jeunes gauchistes français, d'avoir compris 10 000 fois depuis 10 ans. On va pas chasser sur le terrain de l'extrême droite, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une vraie ligne un peu solide pour tenter de contrecarrer l'extrême droite. Parce que l'extrême droite gagne sur une contre-proposition par rapport à, on va dire, le centrisme libéral, etc. Une contre-proposition raciste en France. Donc ça se structure un peu autrement au Chili peut-être, mais voilà. Genre, l'extrême droite, généralement, a une contre-proposition par rapport à ce qu'ils appellent les élites, les gouvernants, etc., etc. Donc si on n'a pas de contre-proposition, nous aussi, à gauche, on perd. Donc premièrement, il faut un programme un peu solide et un cap clair. Et deuxièmement, il faut pas les chasser sur le terrain de l'extrême droite. Quand c'est ça, on perd à la fin. Je veux dire, on a eu suffisamment d'exemples comme ça. C'est une dinguerie quand même. Comment ils font tous ces erreurs en permanence ? Ils les refont à l'infini, quoi. J'en peux pas. J'en peux plus. Alors là, pour ceux qui posent des questions par rapport à 2027, etc., etc., on en reparlera à un autre moment. Je suis désolé de vous répondre. Mais sur l'incarnation de pourquoi Mélenchon et pas un autre, qui a le buzz de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui en France ? De la même manière que qui a le buzz de Marine Le Pen aujourd'hui en France ? Vous voyez ? Bref, on en reparlera plus tard. Mais là-dessus, moi, je me posais la question il y a encore pas si longtemps, mais là, en fait, c'est trop tard. Allô ? Le bac, c'est dans 1 semaine, il n'y a plus le temps, là. L'élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus le time. Une autre strate aurait peut-être été possible de je ne sais quoi, mais là, non, bref, on verra. J'en étais où ? Ok, oui, donc on en était à Cast. Non, pas Cast. La gauche a tenté d'aller chasser sur le terrain de l'extrême droite, donc sur le terrain de la sécurité, et ça, évidemment, ça a profité à ceux qui font de la lutte contre l'insécurité leur fonds de commerce, c'est-à-dire l'extrême droite, évidemment. La cérémonie d'adieu de Janet Jara à ses soutiens, dans le centre de Santiago, s'est faite sous le signe d'une peine joyeuse, selon les mots d'une des animatrices, avec de la musique et un discours de la candidate marqué par des appels à l'unité et à la combativité. Célébrée par des centaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup de jeunes, elle a expliqué que c'est dans la défaite que l'on apprend le plus. C'est vrai, comme aux échecs, sauf quand on s'énerve. Il faut garder son sang-froid, il faut garder la tête froide et rester serein pour analyser ses défaites. Sans ça, on ne s'améliore pas.
Notre tâche exige désormais beaucoup d'autocritique et de réflexion. Nous ne voulons pas encourager la haine. Nous sommes un seul et même pays. A-t-elle dit alors que la foule huait caste, en tenant le slogan « Jara oui, les nazis non ». Basé le slogan, hein. Très basé. Dans les jours à venir, a-t-elle poursuivi, notre devoir est de maintenir en vie le projet que nous représentons, de continuer à l'alimenter avec des idées, du travail et de l'amour, et de l'ouvrir à d'autres secteurs qui ne se sentent pas représentés par nous, et bien sûr, également à ceux qui ont voté blanc ou nul. Ok. Yasna Silva Pinto, une travailleuse sociale de 37 ans, agite son drapeau au nom de Jeannette Jara. Elle l'a depuis la campagne de la primaire remportée par la militante communiste fin juin. Face au score, elle ressent de la tristesse, en raison de la différence vraiment abyssale. Ouais, c'est que c'était du 60-40, quoi. Donc ils sont bien fait éclater quand même par le nazi, quoi. Voilà. Et enfin, je reviens un peu à la politique française, mais genre, moi je pense que... Enfin, moi personnellement, je le fais pour ma santé mentale. C'est un truc qu'il faut avoir dans un coin de la tête. Peut-être que c'est ça qui va se passer en 2027. Peut-être qu'en 2027, on l'aura, notre fameux second tour Bardella-Mélenchon. Peut-être que ça va vraiment finir comme ça, en mode la prophétie. Et peut-être que ça va être 60-40 pour Bardella. Il y a un monde où ça finit comme as. Et si ça finit comme as, il va falloir ne pas s'effondrer. Et ça va être compliqué. Il va falloir ne pas s'effondrer et garder espoir et se dire c'est pas grave, on continue, on lutte. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne vois même pas d'autres scénarios possibles. Enfin, si, à part une victoire éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin. Bref, vous m'avez compris. Il faut s'attendre à ce que quelque chose comme ça puisse arriver en France. Dire ça, c'est pas jouer les apprentis sorciers et s'attendre peut-être. Enfin, et provoquer la victoire de l'extrême droite par lubie mélenchoniste, quoi. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, pour battre l'extrême droite, va falloir se battre contre l'extrême droite. Et c'est le risque d'une défaite. On ne peut pas se battre contre l'extrême droite si on ne veut même pas risquer la défaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ne pas se battre contre l'extrême droite, c'est envoyer un centriste. Et préparer toute une stratégie qui consiste à envoyer un centriste. Voilà. Bref, peu importe. Je revenais là-dessus parce qu'encore une fois, il y a des analogies à tirer, quoi. Différence vraiment abyssale. Citation. C'est triste parce que c'est une personne qui divise le Chili, qui polarise, dit-elle en parlant du président élu, et qui ne pense pas aux avantages sociaux que le pays pourrait avoir. Ses votes comme député l'inquiètent aussi, car il a rejeté de nombreuses lois, notamment celles qui bénéficiaient aux femmes, comme les contraceptifs gratuits. C'est un homme misogyne qui a un problème avec les femmes. Son programme est très anti-féministe. Évidemment, c'est l'extrême droite. Elle en veut aussi aux médias qui ont inventé une peur collective, contrôlé l'esprit des gens, et leur ont fait subir un lavage de cerveau sur des sujets qui, bien sûr, sont importants, comme la sécurité. Un peu plus loin, un groupe de jeunes s'est réuni devant le numéro 38 de la rue de Londres. Sous la dictature, l'immeuble, qui héberge un musée et est actuellement en rénovation, était un lieu clandestin de détention et de torture géré par la police secrète de Pinochet, la DINA. Les discussions sont vives après la défaite, et après une intervention, un slogan est scandé. Lucha del poder popular, lutte pour le pouvoir populaire. Sur les avenues de la ville, des partisans et des partisanes de caste paradent dans leurs voitures, klaxonnant et brandissant des drapeaux chiliens. La joie est de leur côté, sans peine. Enfin, la conclusion de l'article me rend triste. Je suis en mode genre, oh, wow, ça m'a ému. Je sais pas pourquoi ces derniers paragraphes m'ont vraiment premier degré ému. Je suis en mode, je sais pas, je me mets à la place de ces Chiliens de gauche, quoi, qui sont en mode, putain, les héritiers de la dictature de Pinochet sont de retour. On a perdu. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Mais bon, voilà. Regardons ce qui se passe au Chili. Et regardons ce qui se passe dans la gauche chilienne. Est-ce que la gauche chilienne va réussir à se régénérer derrière ça? Est-ce que la gauche chilienne va réussir à... Je dis gauche au sens noble du terme. Va réussir à se régénérer derrière ça? Quelles leçons vont-ils tirer de cette défaite? Et surtout, est-ce que c'est la fin des haricots pour le Chili? Moi, je pense que non. Je pense qu'on va regarder ce qui se passe au Chili. Et je pense qu'on va avoir des formes de résistance, des formes de mise en action du peuple et de la gauche au Chili face au retour de la dictature, face au retour des héritiers de la dictature, etc., etc. Et je pense... Et ça, c'est peut-être parce que je suis un éternel optimiste, j'en sais rien. Je pense qu'il y aura des choses à regarder au Chili qui seront à même de nous montrer que ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre et que la lutte continue, quoi. Vous voyez? Je pense on va voir des choses horribles au Chili, mais je pense qu'on va aussi voir des belles choses et une forme de résistance qui s'organise, et de la gauche qui repart au combat, etc., etc. Je pense que les travailleurs chiliens, la gauche chilienne va pas juste se rouler en boule et mourir, quoi, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas. Moi, je pense pas. Et donc regardons ça, regardons que même si l'extrême droite a gagné la présidentielle face à la gauche au Chili, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Comme nous si on perd en 2027. Exactement. Moi je suis là, c'est pas pour faire le dooming, hein, c'est pas pour faire le doomer absolu. Mais c'est un truc, c'est quasiment de l'ordre du mental. Moi, il faut que je me prépare dès maintenant à une victoire en 2027. Je ne peux pas. Sans ça, je vais mourir de chagrin. Voilà.
faut avoir un temps d'avance. Et si on va avoir un temps d'avance, il faut envisager le fait que ce qui vient d'arriver aux Chiliens, ça peut arriver aussi à nous. Et donc regardons ce qui se passe au Chili là, dans les 2 prochaines années. Peut-être que c'est aussi là qu'on pourra retrouver un peu d'histoire en voyant des poches de résistance qui s'organisent par rapport à tout ça, quoi. Voilà. On fera avec ce qu'on a, ça sera pas la première fois. Tout à fait. Mais là, la méta, elle est bresson, quoi. La méta, elle est quand même bresson, quoi. C'est le baroud. On a l'impression d'être dans le baroud d'honneur par rapport au fascisme, à l'irrésistible fascisme, quoi. Bref. Mais bon. En vérité, c'est pas si irrésistible que ça. Dans tous les cas, il faut préparer le chemin vers la victoire face aux fachos. Et si cette victoire-là se fait pas en 2027, parce que on perd, il faut au moins que la victoire se fasse par la suite, quoi. Voilà. Faut pas voir 2027 en France, de la même manière qu'il faut pas voir cette élection au Chili comme c'est bon. Le Chili est taqué à l'extrême droite, il y aura plus de retour en arrière possible, c'est fini. Rentrez chez vous, il y a plus rien à faire. C'est pas vrai quand on dit ça. C'est pas vrai. C'est manquer de respect aux travailleurs chiliens et à la gauche chilienne et aux toutes les personnes vraiment animées par un monde plus juste et les vrais antifascistes chiliens, etc. C'est leur manquer de respect de penser qu'ils vont faire pro jusque-là. Vous voyez ? Et de la même manière que si on veut gagner à la fin contre l'extrême droite, contre le FN, contre les fascistes, c'est pas... il faut se préparer à peut-être perdre en 2027. Peut-être que le chemin vers la victoire passera par une défaite en 2027. C'est pas impossible. Et si ça arrive, faudra pas s'effondrer. Faudra garder la tête haute, le torse bombé et le poing levé. Voilà. Donc force à tous mes Chiliens, mes Chiliennes. Il y en a peut-être des gens, en tout cas des gens d'origine chilienne sur le chat ou qui ont de la famille là-bas ou je sais pas qui regardent le live. Déjà, force à vous si vous êtes dans cette situation. Et voilà, la lutte continue.